Salut tout le monde, Bruno. On va parler aujourd'hui évidemment du débat de ce soir entre Kamala Harris et M. Trump. Un débat qui devrait quand même avoir un gros impact sur la campagne actuelle, élection le 6 novembre, on s'en souvient. Et puis évidemment, s'il y a un candidat qui prend le relais ce soir et qui est plus efficace que l'autre, ça pourrait évidemment aider sa candidature, aider le parti, soit démocrate ou républicain. Dans les dernières heures, on apprend avec les nouveaux pools que les républicains ont repris du poil de la bête. Les républicains étaient essentiellement un petit peu à la remorque depuis l'entrée dans le débat politique de Kamala Harris. Kamala a eu une espèce de momentum. Il y a eu une progression qui était évidemment datée et qui avait du data là, suivant cette progression-là. Et Mme Harris avait pris le pool, le leadership par rapport aux élections. Aux États-Unis, on le sait, de la façon que c'est constitué, on doit gagner, évidemment. Il y a une élection pour la popularité générale. Et puis après ça, il y a les États clés, qu'on appelle les swing states, qui permettent aux politiciens en question, ceux qui se présentent, d'avoir un nombre au collège des électeurs. Et c'est ces grands électeurs-là qui font la différence. Par exemple, en Californie, si quelqu'un gagne la Californie ou si quelqu'un gagne l'Ohio ou la Caroline du Nord, il y a un nombre prédéterminé de grands électeurs dans ces États-là qui vont au politicien qui a gagné l'État. Et à ce moment-là, quand on a un nombre supérieur au collège des électeurs, on gagne la mise. D'ailleurs, M. Trump, aux dernières élections, avait perdu au suffrage global, c'est-à-dire qu'il avait été moins populaire que Hillary Clinton sur le fond, mais il a gagné les États où il y avait les grands électeurs et ça lui a permis d'avoir la victoire. Donc, ce soir, le débat... D'après moi, il faudrait qu'il y ait une surperformance de Mme Harris pour vraiment éclipser Trump complètement. On sait qu'avec les sondages actuels, si Harris a seulement 2 ou 3 points de plus que Trump, c'est pas nécessairement ça qui va lui donner le contrôle des grands électeurs. Donc, c'est vraiment, on est actuellement à moins de 60 jours des élections dans une espèce de problématique qui semble presque insoluble pour les démocrates. Et on se surprend aussi de voir que Trump reste aussi populaire malgré les délires des dernières semaines, parce que oui, il y a beaucoup de dérapes. Les débats sont beaucoup moins, pas les débats, mais les présentations de Trump sont de plus en plus drabes. On voit que le personnage est en perte de vitesse sur le plan cognitif. Et quelqu'un qui ne veut pas reconnaître ça, c'est pratiquement de l'aveuglement. En tout cas, c'est mon opinion et je la partage. Donc, au niveau du débat ce soir, on peut s'attendre quand même à ce qu'on parle évidemment de la gestion des frontières. Donc, toutes les politiques migratoires, tout ce qui a trait finalement aux masses migrantes qui traversent aux États-Unis, mais ça va être évidemment au centre du débat de ce soir, d'après moi, bien que les démocrates aient agi sur la question aux grandes dames des républicains. Donc, dernièrement, dans les dernières semaines, les démocrates ont quand même pris des mesures qui étaient celles que les républicains voulaient prendre, mais on n'appuyait pas les démocrates pour faire cette percée-là, cette avancée-là, parce qu'on ne voulait pas qu'ils prennent le leadership politique sur la question. Il y a eu des amendements, il y a eu des améliorations, mais pour les Américains, particulièrement tous les États qui sont limitrophes au Mexique, c'est quelque chose qui est prioritaire, c'est quelque chose qui agit énormément sur l'électorat du Sud, puis même ailleurs aux États-Unis. La question migratoire, maintenant, est très, très importante. C'est vrai aussi dans d'autres pays, mais aux États-Unis, c'est criant. C'est vraiment un problème très, très grand. Et aussi, on associe souvent cette masse migrante-là, incontrôlée, à une augmentation des crimes aux États-Unis, problème avec la drogue, et ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose qui doit être pris en considération. On va parler aussi probablement du bilan de Kamala, qui n'a pas été extraordinaire, parce que Kamala, comme on le sait, de 2011 à 2017, ça a été la tournée en Californie. Et elle a pris des mesures, évidemment, elle a tenté de changer finalement certaines lois. On lui doit le back on track.
Donc, elle a abaissé un petit peu le taux de récidive parce qu'elle permettait aux criminels, d'une certaine façon, de se recycler, puis de passer de la criminalité pure à autre chose. Mais en même temps, elle a pris des mesures. Elle a pris position aussi par rapport à la peine de mort. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets où elle a été critiquée, même au sein de l'aile gauche du Parti démocrate. Donc, ce n'est pas un bilan qui est plus reluisant qu'il faut. C'est pas non plus très négatif à 100%, mais c'est rien de spectaculaire. Puis ce soir, elle a besoin vraiment de se démarquer par rapport à Trump. Elle a besoin vraiment d'être capable de court-circuiter les commentaires que Trump pourrait faire, puis de montrer qu'elle est présidentiable pour pouvoir vraiment s'élever, puis éventuellement regagner le momentum perdu. Donc le fait qu'elle n'ait pas été extraordinaire, ni comme seconde de Biden, parce que c'était la vice-présidente, et qu'elle n'ait pas nécessairement un bilan reluisant comme à tourner, bien, c'est sûr qu'on va utiliser ça contre elle. C'est évident. Politique étrangère maintenant. Évidemment, il y a les alliances qu'on doit protéger ou pas, l'OTAN avec lequel on doit rester ou pas. On sait que Trump a une idée sur la question qui est très particulière, puis qui pourrait mettre à mal, en fait, les traités, les alliances qui avaient été signées de longue date entre les pays européens et les États-Unis. Harris est plus dans la continuité, et puis ça risque quand même d'être une force pour elle. Par contre, il y a la fameuse question d'Israël actuellement. Et ça, je ne sais pas dans quelle mesure ils vont aborder la question parce que ça pourrait être un petit peu dommageable et pour l'un et pour l'autre. Ceci dit, Trump soutient Israël. D'ailleurs, Howard Lutnick, qui est un des gros bailleurs de fonds qui a organisé des parties dans les Hamptons pour M. Trump, bien, je veux dire, a fait toutes ces largesses-là pour notre candidat républicain, parce que celui-ci, évidemment, a des positions pro-business. Il croit à la dérégularisation au niveau de Wall Street, des marchés. Et puis, il l'a prouvé dans le secteur de l'énergie, entre autres. Puis, en plus, bien, par rapport à Israël, il y a une politique qui est très conciliante. Probablement encore plus que celle des démocrates, parce que chez les démocrates, l'aile gauche est plus que critique par rapport à l'appui inconditionnel que les Américains fournissent à Israël. Kamala Harris, par contre, elle est plus centriste à ce niveau-là et elle risque, comme Biden, de poursuivre les alliances actuelles en se permettant peut-être, après les élections, une certaine critique. Et ça, bien, tout le monde le sait un petit peu que ça pourrait prendre cette tangente-là. Politique sanitaire, on sait qu'il y a eu, suivant le COVID, Biden et compagnie ont pris des mesures et puis bien, maintenant, on leur reproche d'avoir tout fermé, de ne pas avoir permis peut-être plus de commerce. Et à plusieurs reprises, M. Trump a fait part de son insatisfaction par rapport à la gestion de la crise. Donc, ça pourrait revenir aussi dans le débat, mais je ne crois pas que ce soit quelque chose qui soit majeur. C'est quelque chose qui, quand même, pourrait être en filigrane dans le débat de ce soir. On continue avec un autre point. Donc, l'autre point dont je voulais vous parler, c'est évidemment, on va parler un petit peu de l'économie en général. Donc, les États-Unis, dans les 10 dernières années, ont une croissance qui était quand même soutenue. Il y a eu des problèmes quand il y a eu la crise sanitaire. Ça l'a amené quand même beaucoup de turmoil sur le marché. Il y a eu à ce moment-là, au niveau de l'emploi, une chute drastique. Aux États-Unis, actuellement, l'emploi tourne autour de 3,4 % de non-emploi. Donc, ça veut dire que c'est presque le plein emploi mur à mur. Et puis, l'économie a été quand même très solide. Puis même à l'heure actuelle, où il y a des problèmes, où on voit que, tranquillement, pas vite, il y a des éléments qui s'alignent qui pourraient nous amener vers une récession, bien, il y a une résilience étonnante des marchés. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on observe. Et puis, bien, on peut dire que le bilan de Biden en matière économique, malgré le fait qu'il y a une augmentation de l'inflation aux États-Unis qui était marquée, malgré le fait que la Banque centrale a dû ajuster ses taux d'intérêt à la hausse, bien là, actuellement, on est dans une espèce de période où on laisse entrevoir qu'il pourrait y avoir une diminution de ces fameux taux-là. Évidemment, c'est aussi le fait qu'on arrive dans le dernier droit par rapport à la campagne actuelle et qu'on s'en va en élection. Ça joue son rôle. On va vouloir donner un peu de nanane, finalement, et de lest
à tout le monde pour qu'il y ait une satisfaction et fouetter un petit peu les marchés. Donc, c'est de bonne guerre. Il y a de la stratégie derrière ça parce qu'on ne peut pas dire que l'inflation est complètement contrôlée. Il y a beaucoup de petits problèmes dans l'économie actuelle, mais force est d'admettre, malgré tout, quand on regarde le S&P 500, que globalement, ça roule. Mais cette progression-là peut être aussi une illusion. Faisons attention. Souvenons-nous qu'en 2007-2008, quand il y a eu la crise des subprimes et compagnie, qu'à la veille de cette crise-là, le marché était encore super gonflant, que ça pétait dans toutes les directions positivement et que beaucoup de gens, des ténors, autant là, à la Fed qu'ailleurs, que ce soit Bernanke et compagnie, tout le monde nous disait que l'économie américaine était solide, qu'elle avait les moyens finalement de traiter les impondérables quand il y a des éléments négatifs qui se produisent, que cette économie-là était capable de les digérer et de les rechier, c'est le cas de le dire, pour poursuivre sa progression. On a vu que ce n'était pas tout à fait ça qui s'est produit. Si on regarde globalement, ce qui va probablement préoccuper les deux candidats, c'est évidemment les progrès sociaux. Aux États-Unis actuellement, on a vu que Biden a été très près des travailleurs. C'est la première fois que un président allait rencontrer des grévistes et les supporter dans leur action. Donc, il y a comme une espèce de velléité aux États-Unis de reconstituer les syndicats, qui sont en fait le dernier rempart pour assurer la protection des travailleurs. C'est dans l'air. Et c'est sûr qu'un type comme Trump, qui est beaucoup plus pro-patron, ben lui, il n'est pas nécessairement dans cette articulation, mais pas du tout. Donc, tout ce qui a trait aux travailleurs, aux programmes sociaux, et ça implique évidemment les soins de santé et tout le reste, là, bien, ça va être au cœur des débats de ce soir. Il va y avoir aussi la question environnementale. On sait que M. Trump, par exemple, est un climato-sceptique, alors que les démocrates semblent beaucoup plus dans cet alignement-là et probablement qu'ils seraient prêts à faire un petit peu plus. Évidemment, Parti démocrate comme républicain sont sont soumis au corporatisme ambiant parce que leurs caisses électorales sont nourries par des gens qui leur dictent ni plus ni moins quoi faire. Et le Parti démocrate, depuis les années 70, a perdu un petit peu de sa crédibilité du fait qu'elle s'est dégagée de ses partisans, des besoins des partisans pour aller un peu plus vers ces gros joueurs-là qui leur susurrent à l'oreille ce qu'il faudrait faire. Donc, l'environnement va être un grand débat, la santé, la diversité électorale, évidemment, parce que le collège des électeurs pose problème actuellement. Il y a beaucoup de monde qui considère que c'est antidémocratique. Comme je vous expliquais au début, on peut gagner le vote populaire, puis perdre celui des grands électeurs, puis se retrouver gros gens comme devant. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui n'est pas très extraordinaire. C'est problématique. Donc, pour l'essentiel, ce soir, évidemment, ça va être ça. On va parler d'économie, évidemment. Aux États-Unis, on en parle toujours de près ou de loin. Donc, c'est ça qui va probablement amener la confrontation là, à un sommet entre les deux candidats. Donc, pour l'essentiel, si on présente M. Trump, on peut dire qu'il y a beaucoup de gens actuellement, des experts qui disent qu'il y a un déclin cognitif évident, que le type a un problème de narcissisme aigu. Je pense qu'on peut en convenir pas mal tous. Et Mme Harris, elle, ben, c'est son bilan qui est peu étoffé. Elle a eu aussi un manque de transparence dans sa façon de procéder. Et puis, lors des débats clés qu'elle a eu à mener par le passé, il y en a certains où elle a été efficace, mais d'autres où elle n'a pas été si super attagonflante que ça. Et ça, évidemment, ça vient la hanter encore un petit peu aujourd'hui. Donc, je pense qu'on a fait le tour un petit peu de ce qu'il y en est. On pourrait parler peut-être aussi des gens qui soutiennent les partis. Donc, les gens de Silicon Valley, de la tech, semblent être plus derrière les démocrates. Les gens de la finance, dont le CEO de Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, et d'autres joueurs du genre, aussi sur le marché du pétrole et certains lobbies,
dont les PAC, qui est le lobby juif aux États-Unis, bien, tout ce beau monde-là se range du côté de M. Trump, pas mal massivement. On a fait le tour de la question. Écoutez le débat ce soir parce que ça risque d'avoir un impact sur, évidemment, l'USD. On parle de la devise ici. Et si la devise est affectée, bien, il peut y avoir un impact corollaire sur l'or. L'or peut, dans certaines situations, fonctionner en toute synchronicité avec la devise, mais très, très, très souvent, il y a une disparité entre l'or et l'argent, ce qui n'a pas été le cas dans les derniers jours. On va bien voir ce qui va se produire. L'idée ici, c'est qu'on se prépare à différents scénarios, puis on va éventuellement prendre le meilleur en laissant le pire de côté. On va surfer la vague, c'est le cas de le dire. Donc, on va faire une petite analyse maintenant sur NVIDIA, parce que NVIDIA a reprogressé aujourd'hui. On va regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. Et puis, par la suite, bien, on va se laisser, puis on va se revoir pour notre dernière analyse de la semaine, jeudi. Évidemment, aujourd'hui, on est mardi. C'est la journée, comme je vous disais, du débat. On va vous présenter une petite analyse qui, je l'espère, va vous intéresser. En passant, vos thumbs up sont importants, vos commentaires sont importants. On a besoin, en fait, pour assurer la sauvegarde de nos opérations. Quand vous êtes présent, évidemment, pour nous, ça devient du bonbon, ça devient agréable. Et comme on aime ce qu'on fait, quand on a votre support en plus, bien, ça devient encore plus dynamique à ce moment-là. Donc, n'hésitez pas à nous souligner votre appréciation. Donc, voici notre graphique d'NVIDIA qu'on avait regardé ensemble la semaine dernière. Et puis, vous voyez, on avait entouré, en fait, les régressions. On avait pris en considération qu'il y avait eu, dans le mois d'août, une bonne reprise de profit avec NVIDIA, puis une remontée qui nous avait amené à des sommets moins, un ISI moins haut que le premier, donc un highest low. Puis ensuite, il y avait eu encore une fois une régression qu'on avait mis, évidemment, encore une fois, qu'on avait mis en évidence. Et puis, dans l'espèce d'ovale. Et on avait aussi souligné ici qu'il semblait y avoir une forme de consolidation. Puis on avait mis une droite aussi. On disait qu'il y avait une triangulation dans notre mouvement entre les ISI et les lowest low et qu'on était peut-être sur un point de relance. Donc, on n'est pas sûr encore que ça va continuer de monter sans arrêt. Par contre, on sait que NVIDIA est un leader dans son domaine, l'intelligence artificielle, et que son augmentation des ventes, ça correspond à peu près à 150 154 Donc ça, c'est très, très, très positif. Si on regarde dans des lits ce qui s'est produit, OK, on voit qu'il y a eu une ouverture ce matin sur un gap. C'est rien de... C'est un gap qui est tout à fait, là, il n'y a rien de spectaculaire. C'est un gap régulier qu'on a eu ici. Donc, on a atteint ce niveau-là, puis là, absolument, on est ici. Donc, il y a une progression. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on travaillait à l'intérieur d'une chandelle de référence. C'est ce qui s'est fait, en fait, dans les derniers jours. Et là, on est venu percer ce matin, puis actuellement, on est légèrement derrière ce niveau-là, qui est un niveau clé à mon sens. Donc, on va voir dans les prochains jours, suivant tout ce qui va se produire sur le marché, et le débat aussi ce soir va jouer un rôle là-dessus, d'une certaine façon, directement ou indirectement. On va voir après ça si on réussit à percer ce niveau-là, puis à poursuivre notre progression. Évidemment, il n'y a pas de garantie, c'est pas parce qu'ici il y a un renversement, s'il y a lieu, que ce renversement-là va nous amener encore plus haut que l'ancien niveau sur lequel on a travaillé antérieurement. Pas de garantie qu'on vienne battre le ISI absolu qui était ici. Il n'y a pas rien d'écrit à ce niveau-là. Mais on regarde quand même ce que le marché nous permet, pour reprendre une formule que je vous répète beaucoup, parce qu'évidemment, notre job, c'est essentiellement ça. Donc ici, on peut tout à fait penser, jusqu'à la preuve du contraire, qu'il y a ici une espèce de renversement qui est en train de s'effectuer. Ce niveau-ci représente un niveau important pour nous.
advenant qu'on le perce. Évidemment, idéalement, on va essayer de voir s'il y a une explosion au niveau de nos volumes, qu'est-ce qui se passe au niveau de notre RSI, de notre ADX, la MACD, ainsi de suite, ainsi de suite. Souvent, je regarde d'abord et avant tout ce que mes chandelles font, puis après ça, je vais utiliser des outils secondaires pour essayer d'évaluer la situation sur un time frame comme du daily ou 4 heures pour avoir l'idée de la tendance générale. Donc, dans le contexte ici, ça peut représenter en daily ou en 4 heures un renversement, puisqu'il y a eu une correction qui était solide à ce niveau-ci. Et là, cette correction-là est peut-être sur le point de prendre fin. On travaille actuellement dans une espèce de triangulation. On va la remettre telle qu'elle était auparavant. On pourrait un petit peu dessiner ça comme ça. On peut prendre les wicks ou pas. Là, je prends le quart des chandelles. Ça fait à peu près la même chose. OK. Et là, on veut voir qu'est-ce qui va se passer ici, évidemment. Il y a une bonne résistance à ce niveau-ci. OK. Si on met, admettons, nos volumes, volume profile, parfait. Donc, si on met notre volume profile dans une observation en daily, ça ici, je vais l'enlever parce que c'est un petit peu lourd. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail qui s'est effectué ici. La ligne rouge représente le point of control. OK. Donc, tout ça ici, là, ça représente une zone de travail, là, dans laquelle on a évolué pendant très, très longtemps. Si je rétrécissais mon graphique, là, on pourrait peut-être prendre mieux la mesure de cette réalité-là. On est venu, on a travaillé beaucoup à ce moment-ci, là, dans cette zone-là. Il y a eu une percée, un ISI. Puis par la suite, il y a eu une correction. On est revenu sur le point of control, refaire un petit test. Puis toutes les zones ici qui sont en creux étaient des zones, bien évidemment, à ce moment-là, c'était pas... Le volume profile n'avait pas cette espèce de configuration-là. On est venu travailler des zones qui étaient les moins visitées. On est venu travailler par la suite dans cette zone-là. Donc, on a commencé à constituer finalement des volumes de vente et d'achat. Il y a eu encore beaucoup de travail à ce niveau-là. Et puis après ça, on est redescendu un petit peu plus haut que l'ancien lowest low. Donc, c'est un lowest high. De la même façon qu'ici, on avait un ISI et ici un highest low. Et là, on semble être sur le point de rebondir. Les valeurs de la compagnie sont bonnes. Les derniers earnings ont été positifs. Donc, il y a probablement un mouvement haussier qui va se redessiner. La question est de savoir jusqu'où. Est-ce qu'on va travailler à 50% entre ce niveau-ci et ce niveau-ci? Est-ce qu'au contraire, on va revenir concurrencer ce niveau-là? Est-ce qu'on va faire une percée de notre triangle? Si c'est le cas, cette percée-là devrait être suivie 60-65% de chance qu'il y ait une espèce de retour sur le niveau avant éventuellement qu'on reprogresse, parce qu'un triangle comme ça ou un wedge, c'est une figure qui nous donne plus ou moins, selon le data des figures Chartis, plus ou moins 70% de chance de repoursuivre la hausse. Comme on a évalué que le triangle, son amplitude, c'était ça ici, viser 50% de cette amplitude-là à la cassure devient quelque chose de très rationnel qu'on devrait atteindre dans des fortes probabilités, avec de fortes probabilités. Donc, c'est comme ça, moi, que je travaillerais le titre actuellement. On est en attente encore. Il n'y a rien de tout cuit. Il faut nécessairement qu'on ait une belle brisure qui se fasse ici. Est-ce que ça va se faire demain? Peut-être. On peut travailler en range ici encore un bout. Donc, ça va être important aussi d'utiliser non pas seulement les volumes profile tels que je vous l'ai montré, mais peut-être les volumes réguliers. Et on va finir là-dessus. On va utiliser les volumes réguliers. Puis on va probablement, vu qu'on regarde ça en daily, on pourrait utiliser sur nos volumes réguliers une méthode que je trouve très, très, très intéressante qui nous est donnée par
M. Bollinger, John Bollinger, dans son livre, parle de cette façon de travailler-là. Donc, on va intégrer dans nos volumes une moyenne mobile. On peut en mettre deux sortes, une qui va être lissée, une comme elle qui est dynamique. Puis, on va essayer de la regarder sur du 5 jours, pour le fun. OK, donc on la met en 5. OK, donc vous voyez qu'actuellement, on est sous les volumes habituels. On aimerait percer la ligne bleue qu'il y a là. Puis on va prendre un volume aussi standardisé. On va venir ici, puis on va faire une standardisation. Vous voyez, à ce moment-là, on a une petite ligne en pointillé. Et ce qu'on veut, c'est de voir nos volumes au-dessus de ce niveau-là. Il va y avoir un mouvement qui est observable avec les chandelles, puis en corollaire, il va y avoir un spike au niveau de nos volumes. Par la suite, comme je vous dis, on va regarder comment la RSI se comporte, la MACD, l'ADR, l'ADX. Vous pouvez choisir en fait différents outils. Moi, j'aime toujours avoir une observation à peu près à travers 5 ou 6 outils pour pouvoir me faire une bonne idée. Mais d'abord, c'est la structure qui compte. Donc, c'était ce que je voulais voir avec vous. Écoutez le débat ce soir. Faites-nous vos commentaires. Vous pouvez passer au bureau, appelez-nous auparavant. Par contre, si vous voulez nous visiter, vous assurez qu'on va être là et qu'on va pouvoir vous recevoir. Merci beaucoup. Faites-nous des thumbs up, puis on se revoit. Merci d'être avec nous pour nos analyses hebdomadaires sur YouTube. Si vous aimez le contenu, faites-nous un thumbs up. Parlez-en à vos amis. On est aussi présentement sur Discord, c'est gratuit et on offre des analyses beaucoup plus poussées. On espère de vous revoir.